Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Normand Gravier. Je viens de finir récemment ma thèse. Donc, j'avais fini avec ça, mais je vais commencer par présenter mon parcours rapidement. Donc, moi, à la base, je suis originaire d'Espagne, de Barcelone, et après mon bac scientifique à Barcelone, j'ai décidé de partir en France faire une licence STAPS entraînement sportif classique, STAPS de Font-Romeu, que j'ai obtenu en 2020. Et donc là, j'ai fait des stages plus pratiques en préparation physique, notamment avec le sport de tennis. J'aimais bien le terrain, mais j'aimais surtout la physiologie et les connaissances plus théoriques qui sont seulement applicables en physiologie. Du coup, je ne savais pas trop si m'orienter vers un master pro ou recherche. J'ai longtemps hésité au cours de cet été 2020. Et j'ai finalement fait un master plus recherche, du coup, à l'Université de Paris. Un master de physio de l'entraînement, d'exercice et optimisation perf et nutrition. Et là, j'ai pu faire des stages de recherche du coup, à l'INSEP, dans le labo de Jean-François Toussaint à l'IRMES, sur la relation dose-réponse entre la charge d'entraînement et les adaptations physiologiques, la quantification de la charge avec des cyclistes sur piste élite. Et du coup, j'ai commencé à publier un premier article à la fin de mon master. Et ça me plaisait vraiment bien la recherche. Ouais, ça me plaisait vraiment bien la recherche, donc je me suis dit bon on va continuer. Donc là j'ai contacté un de mes profs que j'avais en licence à Font-Romeu, et donc c'était Anthony Sanchez, et j'ai échangé avec lui, je lui ai proposé s'il voulait bien de se lancer sur un projet de thèse. Lui il travaille sur les effets de la chaleur et du froid, notamment pour la régénération du muscle ou la récupération chez les sportifs, et on a monté un projet ensemble de doctorat. Donc, je suis retourné au stade de Font-Romeu de 2021 à 2025, dans lequel, au final, j'étais surtout à Montpellier, dans un labo de biologie cellulaire. Et mon travail de thèse s'est intéressé aux effets de la chaleur et d'un exercice hybride dans le sens où on va coupler des qualités de force et d'endurance, sur la régénération du muscle chez l'athlète blessé, et sur modèle murin, donc chez la souris, sur une atrophie musculaire qu'on avait induite par suspension, donc plus dans un cadre pathologique que sur la performance physique en tant que telle. J'ai beaucoup appris au sein de cette thèse, donc plutôt en biologie, et donc thèse que j'ai soutenue fin 2025. Voilà, donc là, maintenant, je suis au chômage, donc faites pas comme moi. Donc, blague à part, là, je suis en recherche d'emploi, donc plutôt pour mettre de compte ou être ATER d'abord, donc c'est je sais pas pour l'enseignement et la recherche, ou postdoc. Voilà, un parcours assez classique. Je viens de finir, on va dire, les études en STAPS. J'imagine que vous êtes surtout en licence US ou certains en master. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de faire ce qui vous plaît avant de faire ce qu'on vous dit de faire. Et de ne pas forcément se forcer à faire des études très longues. On peut faire j'ai envie de dire, une licence et être brillant après sur le terrain en tant qu'entraîneur ou préparateur physique. Et je pense que le plus important, c'est de continuer à se former, peu importe le métier, que ce soit dans la recherche, l'enseignement, l'entraînement, la préparation physique, de passer des DU, de passer des formations tout au long de sa carrière, lire des livres, etc. C'est vraiment fondamental pour continuer à se former tout au long de sa carrière. La licence, le master ou même le doctorat, j'estime que c'est pas suffisant pour avoir de la crédibilité vis-à-vis de l'athlète. En plus de ça, avoir une expérience personnelle en tant qu'athlète, donc dans votre discipline, et essayer de mettre en application sur vous-même déjà les concepts qu'on vous enseigne, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, à peu près les conseils que j'ai à donner. Donc, la présentation d'aujourd'hui, ça sera sur les effets de la chaleur et du froid, et surtout sur les bains chauds et les bains froids, sur la récupération des capacités physiques chez le sportif de haut niveau. Donc, on va s'intéresser surtout sur l'exposition isolée, c'est-à-dire une seule fois l'application de chaleur ou de froid, comment on récupère ensuite les capacités physiques après un premier effort. Alors, déjà, on peut se demander pourquoi il est nécessaire de récupérer et de développer des méthodes de récupération. Alors, il est important de préciser que l'exercice physique représente un stress physiologique majeur pour la cellule musculaire, que ce soit l'effort d'endurance ou de force. Il va perturber l'homéostasie cellulaire, c'est-à-dire l'équilibre des différents systèmes qui existent au sein de la fibre musculaire. Et cette perturbation de l'homéostasie
induit des modifications importantes à la suite de l'effort, qui seront donc les DOMS, les courbatures ou les dommages musculaires induits par l'exercice physique. Si l'exercice d'endurance est sous-maximal, une déplétion des substrats énergétiques tels que les réserves en glycogène musculaire, une augmentation du stress oxydatif et de l'inflammation, et évidemment une diminution de toutes les capacités physiques, que ce soit la force, l'endurance ou la vitesse. Combiner ces adaptations, on va dire, dysfonctionnelles de façon aiguë à la suite de l'effort physique va diminuer évidemment la performance physique à la suite de cet exercice si le temps de récupération n'est pas suffisant entre les différents efforts. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un risque accru de fatigue, de surmenage, voire de blessure ou de surentraînement. Donc, dans cette logique-là, et afin d'optimiser le processus de surcompensation, il est fondamental d'optimiser son temps de récupération et même de planifier la récupération dans son entraînement. Dans cette logique, évidemment, différentes méthodes de récupération ont été développées au sein de la littérature scientifique. Une présentation vient d'être faite sur le sommeil, donc vraiment le pilier de la récupération est évidemment le sommeil, mais également l'application de différents massages ou l'utilisation de la thermothérapie peut être envisagée pour optimiser sa récupération. Concernant l'utilisation de la chaleur et du froid, donc le froid est plus connu sous le nom de cryothérapie, qui est la méthode de récupération la plus utilisée chez les sportifs de haut niveau depuis maintenant plusieurs décennies. Ça peut être utilisé sous plusieurs formes, l'application isolée directement sur le muscle de poche de glace, la cryothérapie en corps entier, donc en général entre moins 110 et moins 130 degrés. On va faire une immersion dans de l'azote, voire à des températures encore plus faibles. Des bains froids, qui seront là entre 5 et 20 degrés. Là encore, en fonction de la température, on n'aura pas forcément toujours les mêmes adaptations. Et pour ce qui est de l'utilisation de la chaleur, donc sous son nom plus scientifique, la comathérapie, elle est apparue beaucoup plus récemment et est une perspective de recherche vraiment intéressante. Elle peut s'utiliser sous forme de l'exposition à un air sec et à une température très élevée, donc le sauna entre 80 et 100 degrés. On peut aussi directement augmenter la température musculaire autour de 38-39 degrés avec des patchs chauffants, ou évidemment les bains chauds, comme pour les bains froids, c'est l'immersion totale du corps à des températures entre 38 et 44 degrés. Donc une fois qu'on a défini ce que c'est le froid et la chaleur pour récupérer les capacités physiques, si on s'intéresse à l'utilisation du froid pour la récupération des capacités physiques, chez le sportif entraîné, on s'est rendu compte que la récupération de la capacité maximale à produire de la force après un premier exercice de force était améliorée avec une exposition au bain froid immédiatement post-effort, mais uniquement dans la phase de récupération précoce, à savoir la première heure post-effort. Donc ici, on observe sur le graphique de Roberts de 2014 que le groupe qui a réalisé le CWI, donc le bain froid, permet de récupérer beaucoup plus rapidement les niveaux de force pré-effort par rapport à celui qui a fait la récupération active. En revanche, dans la littérature, on n'observe pas d'effet significatif de l'application du bain froid si on reteste l'athlète à des temps de récupération plus tardifs, à savoir supérieurs à 2 heures post le premier exercice. Donc là, déjà, on voit qu'en fonction du timing d'application et dans la fenêtre de récupération dans laquelle on se situe, on peut avoir un effet positif ou une absence d'effet. Concernant les effets sur la résistance à la fatigue musculaire, la même équipe de recherche de Roberts a publié en 2015 ce papier qui a permis de mettre en évidence que là encore, le bain froid avait un effet sur la résistance à la fatigue musculaire, puisque après un premier exercice de force, le fait d'avoir fait un bain froid va permettre de limiter la perte de charge soulevée sur un effort de force. En l'occurrence, c'était 6 séries de 10 répétitions à 80% du ARM. Et les sujets qui ont réalisé le CWI, donc le bain froid, ont permis de ne pas diminuer en fait la masse totale soulevée au fur et à mesure des séries, alors que le groupe qui avait réalisé la récupération active avait une déperdition, surtout sur les dernières séries d'efforts, sur la masse soulevée, donc la performance j'ai envie de dire de force, et donc sur la fatigue musculaire. Donc là, on aurait un effet bénéfique, mais encore une fois, dans la phase de récupération précoce, puisque cela avait été fait 6 heures post le premier effort, et la littérature scientifique, et notamment la revue de Thomas Cheveux, avait mis en évidence qu'il n'y avait pas d'effet à 24 ou 48 heures. Pour ce qui est des courbatures, qui est vraiment l'application, on va dire, la plus répandue du froid,
Là, on a une méta-analyse qui confirme réellement qu'il y a un effet réellement significatif de l'application des bains froids sur l'atténuation des DOM, donc des courbatures, de la douleur musculaire perçue post-effort, que ce soit 24, 48 heures ou 96 heures post-exercice. Donc là, on voit bien que le froid peut avoir un intérêt surtout sur la récupération symptomatique de l'effort et surtout de force, qui va permettre de limiter la douleur musculaire perçue à la suite de l'effort et donc potentiellement augmenter la charge d'entraînement sur l'effort suivant puisqu'on ne sera pas limité par des douleurs musculaires. Concernant la performance en endurance, on s'est rendu compte qu'on a un effet bénéfique, mais uniquement dans la première heure de récupération, et surtout si le premier effort avait été réalisé dans un milieu chaud. Pourquoi? Parce que le bain froid va tout simplement permettre d'accélérer la diminution de la température corporelle, l'hyperthermie induite par l'effort. Et du coup, on a une amélioration de la performance en endurance sur le deuxième effort, mais encore une fois, uniquement sur la première heure. Que si on se situe à des temps de récupération plus tardifs, entre 24 et 72 heures, le corps aura déjà retrouvé sa température corporelle normale, et donc il n'y aura pas d'effet de l'application du bain froid sur cette performance en endurance. Concernant la performance en sprint, là on a retrouvé un effet délétère de l'immersion en bain froid sur la performance en sprint dans la phase de récupération précoce. Donc dans les 2 premières heures à la suite d'un premier effort explosif en sprint, l'application de bain froid va être délétère pour la performance en sprint sur les 2 premières heures post le premier exercice. Donc vraiment limiter l'application des bains froids sur des efforts explosifs ou de puissance, donc dans tous les sports collectifs où il est nécessaire d'avoir des niveaux de puissance très élevés ou une capacité explosive très forte, notamment chez les sprinters. Éviter l'application du bain froid en phase de compétition lors d'efforts très rapprochés. En revanche, lorsqu'on s'intéresse à la phase de récupération plus tardive, on a l'effet inverse puisque le bain froid va permettre notamment d'améliorer la performance en drop jump, donc qui est un marqueur encore une fois de force explosive, à 48 heures post le premier exercice qui était un sprint, une répétition de sprint. Ici, on observe que le groupe qui avait réalisé l'immersion en bain froid 10 minutes à 10 degrés avait permis de retrouver les niveaux de performance en drop jump 48 heures après la valeur près, après le premier effort, alors que les autres groupes qui ont réalisé d'autres modalités d'immersion en bain froid n'avaient pas retrouvé cette performance. Donc là, en plus du timing d'application et de la phase de récupération, la dose de bain froid, c'est-à-dire la température et la durée, et même la modalité, va influencer l'absence d'effet, va influencer l'effet, à savoir une absence d'effet, un effet positif ou même un effet délétère. Dans cette logique, il est difficile d'obtenir un consensus scientifique très clair sur l'application du froid, que ce soit pour l'exercice de force, d'endurance ou en sprint. Cependant, il a été mis en évidence, et c'est une méta-analyse que chez les footballeurs très entraînés, l'immersion en bain froid va permettre de diminuer la perte de capacité maximale de production de force après un match de foot, et ce 24 à 72 heures post le match. Donc là, on aurait un effet sur le retour de la production de force grâce au froid, également sur le marqueur de créatine kinase, qui est un marqueur pro-inflammatoire qui sera atténué grâce à l'immersion en bain froid, la performance en CFJ, encore une fois, sur l'explosivité, qui va elle également être positivement impactée grâce au bain froid, et une diminution, encore une fois, des courbatures grâce à l'immersion en bain froid. Donc vraiment, l'effet du froid va être très timing dépendant et dépendant également de la modalité d'exercice, à savoir endurance, force ou sprint, mais également du timing d'application et de la phase de récupération dans laquelle on se situe. Concernant l'inflammation, une revue de Roux de 2025 a permis de démontrer que seulement 32% des études qui avaient utilisé le froid à la suite d'un exercice induisant un dommage musculaire retrouvaient un effet significatif sur l'inflammation. La cryothérapie est couramment utilisée pour atténuer la réponse inflammatoire, or seulement 32% des études retrouvent un effet significatif sur cette variable. Ce résultat a été confirmé avec une autre méta-analyse. Donc, méta-analyse, elle va compiler tous les données de la littérature et faire des analyses statistiques. Donc, vraiment, c'est le niveau d'évidence scientifique le plus élevé. Et on n'a pas retrouvé de diminution des marqueurs d'inflammation, que ce soit les cytokines pro-inflammatoires ou la créatine kinase avec l'application du froid. Dans cette logique-là, on peut se poser la question, comme suggéré par Brock en 2014, que le froid a un effet bénéfique, potentiellement avec un effet placebo,
puisqu'on n'a pas forcément d'amélioration de marqueurs de récupération objectifs, à savoir des marqueurs d'inflammation. Et c'est surtout donc sur les dommages musculaires, donc la douleur musculaire perçue, on a un effet réellement significatif. En plus de cela, il faut faire la transition avec la présentation d'avant. On a observé que la qualité du sommeil pouvait être améliorée chez des footballeurs élites grâce à l'application répétée de froid, notamment avec une diminution des mouvements des athlètes lors de la nuit et donc une augmentation du temps passé en sommeil profond. Et comme dit par Mathieu avant, le sommeil est le pilier de la récupération et donc il est possible que le froid agisse sur la récupération de façon indirecte, tout simplement en améliorant la qualité du sommeil et donc en améliorant la récupération par le biais du sommeil. Pour ce qui est de la récupération de la puissance et de la force après un exercice qui avait induit des dommages musculaires, il semblerait qu'il y ait un effet plus prononcé sur la récupération de la puissance que sur la récupération de la force. Donc là encore, en fonction du testing qu'on fait à la suite du bain froid, si c'est la puissance ou la force ou l'endurance, on n'a toujours pas forcément les mêmes effets. En plus de cela, une revue récente de WAC 2025 souligne l'importance de quantifier la dose de froid, puisque l'effet peut différer de façon très significative en fonction de la dose. Dans cette étude, ils ont regroupé les différentes études en fonction de la dose et surtout en fonction de la température. Ils se sont rendus compte que pour des températures faibles, entre 5 et 10 degrés, on avait un effet significatif surtout sur l'inflammation, sur la créatine kinase et la récupération neuromusculaire, donc surtout des valeurs de puissance et de force, alors que les bains froids entre 10 et 15 degrés agissaient surtout sur la modulation des courbatures. Donc là, encore une fois, en fonction de la température et de la durée, on aura un effet plus ou moins important sur les différents paramètres de récupération. Si on s'intéresse maintenant à l'utilisation du chaud pour la récupération des capacités physiques, on s'est rendu compte que, et ça c'est l'étude de Cheng de 2017, que la resynthèse du glycogène musculaire et la fonction musculaire, et notamment la force maximale, peut être améliorée grâce à l'élévation de la température musculaire autour de 36 degrés. On peut voir sur le graphique ici, après un exercice qui avait induit une déplétion en glycogène, donc un exercice épuisant d'endurance, on observe que la récupération des taux de glycogène musculaire est accélérée grâce à la chaleur et limitée avec le froid. Ce résultat est une des hypothèses pour laquelle on explique pourquoi il y a une amélioration de la performance sur la capacité à répéter des sprints ou sur des efforts à haute intensité, surtout sur les premières heures post le premier effort d'endurance. C'est ce qui avait été démontré notamment donc, dans l'étude de Cheng de 2017 sur un effort de 3 fois 5 minutes all-out, donc un effort maximal mais plutôt aérobie. On a une amélioration de la performance sur ce paramètre grâce à la chaleur et également sur la capacité à répéter des sprints. Ici, pour l'étude de Sosona de 2023, on avait mis en évidence que chez des patineurs de vitesse élite, donc qui s'entraînent au Pôle France à Fort-Romeu, l'application de bain chaud permettait d'améliorer la puissance moyenne sur des sprints répétés après un premier effort d'endurance. Donc sur le deuxième exercice, 120 minutes post le premier effort, on avait mis les athlètes soit dans des bains chauds, soit dans des bains froids, et ceux qui avaient réalisé le bain chaud avaient une puissance moyenne supérieure par rapport à ceux qui avaient réalisé le bain froid. Cependant, il n'y avait pas de différence entre la récupération active et le bain chaud. Donc, là encore, c'est pas forcément toujours la chaleur ou le froid qui aura un effet. D'autres modalités de récupération peuvent également améliorer la performance et notamment la récupération active. Dans cette logique de récupération active ou de bain chaud, on a observé une corrélation positive entre la température musculaire et la puissance maximale sur cet effort de sprint. À savoir que plus la température musculaire était élevée pour le deuxième effort d'endurance, de répétition sprint, plus la puissance maximale était élevée. Donc la corrélation n'est pas très très importante. Et c'est suggéré aussi dans l'étude de Cheng de 2017 que la température musculaire est vraiment un paramètre fondamental pour optimiser la performance sur des efforts explosifs ou de sprint. Si on s'intéresse maintenant sur les dommages musculaires induits par l'effort physique, on se rend compte, et ça c'est une étude très récente de Sotilé de 2023, que l'immersion en bain chaud à 41 degrés pendant 45 minutes va permettre de limiter la baisse du RD. Le RD, c'est la capacité à produire de la vitesse de la force sur un temps relativement court. Donc ça reflète, on va dire, la force explosive, encore une fois, et la puissance.
Et donc l'immersion en bain chaud va permettre d'accélérer, enfin de limiter la baisse de ce marqueur. Et également le T-peak, donc en anglais c'est la force maximale qu'on peut produire, enfin la vitesse peak à laquelle on peut produire la force, et donc qui est aussi un reflet de la force explosive, va être accélérée grâce à l'immersion en bain chaud. En revanche, lorsque ce bain chaud était réalisé à 41 degrés à 45 minutes, on avait bien un effet positif sur ces marqueurs d'explosivité à la suite d'un exercice induisant de dommage musculaire. Par contre, et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que quand les sujets avaient réalisé l'immersion pour la même durée, 45 minutes, mais à 40 degrés, on ne retrouvait pas du tout ces effets bénéfiques sur la performance explosive. Donc là encore, comme pour le froid, la dose de chaleur la modulation de la dose de chaleur va induire soit des effets bénéfiques, soit une absence d'effets, voire potentiellement des effets délétères. Concernant les effets du chaud sur la fonction musculaire, donc à savoir la puissance et la force à la suite d'un dommage musculaire, seulement la moitié des études ont vu un effet significatif lorsqu'on regroupe toutes les modalités de récupération de chaleur, à savoir les bains chauds, les saunas ou les patchs chauffants. Et très peu d'études, seulement 24%, ont vu un effet sur l'atténuation de l'inflammation. Et là encore, là où c'est intéressant, c'est quand les chercheurs se sont intéressés à regrouper uniquement toutes les études qui avaient utilisé uniquement les bains chauds et pas le sauna ou les patchs chauffants, on avait un effet qui était très significatif, ce qui suggère que le bain chaud permettrait de mieux récupérer ces marqueurs que d'autres modalités de chaleur. Puisque 83% des études permettaient d'améliorer la fonction musculaire à la suite d'un dommage musculaire et 50% pour l'inflammation, donc quasiment le double que les études qui avaient regroupé toutes les modalités de chaleur. On peut se poser donc la question de est-ce qu'il existe réellement un consensus scientifique quant à l'application de chaleur ou de froid. Cette étude va dans le sens que non. Une étude récente de Gustafsson de 2025 où les chercheurs ont comparé l'immersion en bain chaud de l'immersion en bain froid à un groupe placebo sur la récupération chez des footballeurs de haut niveau à 21h et 45h post-match. Donc c'était un match simulé, mais qui simulait les conditions réelles d'un match. Et contre toute attente, il n'y avait aucun effet, ni d'immersion en bain chaud, ni d'immersion en bain froid, sur la récupération de toutes les capacités physiques, à savoir le CMG, donc encore une fois, marqueur de puissance, la vitesse en sprint, la force maximale, ni la performance aérobie sur un exercice sous-maximal. Donc ici, cette étude suggère que, en fonction de la dose, encore une fois, on n'a pas forcément de résultats significatifs de l'application de bain chaud et de bain froid, et en fonction également de la population étudiée, on n'a pas toujours les mêmes effets, à savoir qu'une population qui n'est pas adaptée au stress de l'exercice physique ou de la chaleur, donc plutôt des sujets modérément entraînés ou désentraînés, sédentaires, vont potentiellement bénéficier plus d'adaptation que des athlètes de haut niveau, puisqu'on rappelle que les athlètes de haut niveau, on considère que c'est des athlètes adaptés au stress, et donc l'ajout d'un stress supplémentaire ne va pas forcément maximiser les adaptations physiologiques. Il est donc fondamental de prendre en compte cette relation dose-réponse pour avoir un début de consensus scientifique quant à l'application de chaleur et de froid chez le sportif de haut niveau. C'est ce que nous dit l'étude de Rodriguez de 2025, qu'il est fondamental de quantifier correctement la dose de chaleur et de froid, puisque depuis maintenant de nombreuses décennies, on quantifie correctement la dose d'exercice et la charge d'entraînement dans le sport de haut niveau. Il est fondamental maintenant de pouvoir quantifier la dose de chaleur pour pouvoir se retrouver dans les différentes études et comprendre pourquoi certaines études retrouvent un effet bénéfique, d'autres un effet délétère ou d'autres une absence des effets. Dans ce sens-là, la quantification de la dose va se faire de façon similaire à celle de l'exercice, à savoir la fréquence, donc le nombre de séances de chaleur ou de froid par semaine, l'intensité du stress thermique, donc la température, mais la température peut être un marqueur externe, mais il est plus intéressant de regarder la charge interne, donc la température musculaire directement. Également le volume, donc la durée de chaleur ou de froid, et la modalité, à savoir bain chaud, sauna ou patch chauffant, ou pour le froid, cryothérapie ou bain froid, va aussi moduler la réponse quant aux adaptations physiologiques. La revue de Rose de 2025 nous suggère donc que, au cas d'un effet du chaud et du froid, les effets de ces différents stress environnementaux sont surtout reliés à la dose plutôt qu'à la modalité de chaud et de froid. C'est-à-dire qu'on peut avoir un effet bénéfique du froid en fonction de l'intensité, du timing d'application, du type de population et de la durée, plus que le froid en lui-même, et c'est la même chose pour le chaud.
Donc pour toutes ces raisons, il n'existe pas encore de consensus scientifique, mais on peut quand même recommander certaines applications pratiques avant d'arriver à cette diapositive. J'ai nommé cette diapositive une réalité glaçante, sans mauvais jeu de mots, glaçante dans le sens que l'expression répétée au froid, et ça c'est pour le coup un consensus scientifique, limite l'activation des cellules satellites au sein de la fibre musculaire et la voie mTOR qui elle est connue pour activer la synthèse protéique entre autres. En plus de cela, l'expression répétée au froid diminue la biogénèse des ribosomes. Je vous rappelle, le ribosome, c'est l'organite cellulaire qui va permettre de traduire les ARN messagers en protéines. Donc, moins il y en a, moins la cellule a une capacité traductionnelle élevée. Donc, la capacité à synthétiser de nouvelles protéines est diminuée. L'expression répétée au froid atténue toutes ces voies de signalisation. Et c'est pour cela que chez les athlètes même entraînés, qui suivent un entraînement en force, on a une atténuation de la réponse hypertrophique avec une exposition répétée au froid sur plusieurs semaines et même sur la force maximale isométrique. Donc là, vraiment éviter l'exposition répétée au froid pour tous les athlètes qui ont un objectif de développement de masse musculaire ou qui font un cycle de force, puisque ça va atténuer différentes voies de signalisation qui vont être délétères pour les adaptations, notamment hypertrophiques. À l'inverse, l'exposition répétée à la chaleur, alors c'est surtout démontré chez la souris sur modèle murin, permet d'activer la voie mTOR et augmenter l'activation des cellules satellites qui permettent de régénérer le muscle. Elle pourrait potentiellement augmenter la biogénèse des ribosomes, bien que peu démontré encore dans la littérature. Les flux de synthèse protéique sont peu augmentés, surtout chez les populations sédentaires ou pathologiques, à savoir les gens qui ont une atrophie musculaire ou une cachexie. L'exposition répétée à la chaleur va permettre de limiter l'atrophie musculaire. En revanche, encore une fois, chez les sujets très entraînés de haut niveau, on n'a pas forcément d'effet de l'application des bains chauds sur les flux de synthèse protéique. Et c'est probablement pour ça qu'on n'a pas d'augmentation de l'hypertrophie chez des sujets déjà très entraînés, notamment en force. En revanche, on a observé, et ça c'est une étude de notre laboratoire en 2023, que la force maximale isométrique chez les patineurs de vitesse élite est améliorée avec une exposition répétée au bain chaud. Donc plutôt un effet bénéfique ici de l'exposition au bain chaud sur ce marqueur de force maximale. Et en plus de cela, une tendance au gain en VO2 max était observée également chez ces patineurs de vitesse, donc élite vraiment très entraînés. Pour faire la transition avec la performance en endurance, elle peut être améliorée grâce à l'exposition répétée au bain chaud, notamment avec une augmentation de la volémie, donc surtout une augmentation du volume plasmatique. Donc il va augmenter le débit cardiaque grâce à l'exposition répétée au bain chaud. Et en perspective, j'ai mis cette étude très récente de Jenkins fin 2025, qui est la première étude qui a mis en évidence que l'immersion en bain chaud à une température supérieure ou égale à 40 degrés, 5 fois par semaine pendant 5 semaines, induit des adaptations hématologiques et cardiaques et permet d'améliorer la VO2 max chez des coureurs entraînés déjà de très haut niveau, de niveau régional, on va dire, avec une VO2 max d'environ 60 millilitres minute kilo. Donc des coureurs quand même déjà entraînés. L'exposition au bain chaud permettait d'augmenter la masse en hémoglobine, donc c'est quelque chose qu'on retrouve avec l'entraînement d'altitude. Donc ici, ça peut être une alternative au stress hypoxique, à savoir que c'est pas forcément évident pour tous les athlètes de réaliser un stage en altitude. Ici, le simple fait de faire des bains chauds peut mimer certains effets de l'altitude et également des adaptations cardiaques, notamment une augmentation du volume télédiastolique, donc juste avant la contraction en systole. Donc, c'est la première étude qui met en évidence que l'exposition répétée au bain chaud permet d'améliorer la performance en endurance à travers des adaptations hématologiques et cardiaques. Et donc, c'est vraiment des perspectives très intéressantes de recherche et d'application pratique, surtout pour les athlètes entraînés en endurance. Concernant maintenant rapidement les effets chez les athlètes blessés, parce que c'est quand même une problématique majeure de pouvoir retourner rapidement sur le terrain à la suite d'une blessure musculaire. Et cette étude d'Abbeville de 2025 s'est intéressée aux effets des bains chauds et des bains froids sur la régénération musculaire à la suite d'une blessure qu'on avait simulée avec des contractions musculaires excentriques et associées à l'électrostimulation qui avait induit des dommages musculaires importants. Donc on n'avait pas blessé directement les athlètes, mais c'était un mimétique, on va dire, de ce qu'on peut retrouver sur une blessure musculaire. Et l'immersion en bain chaud, elle, lorsqu'elle était répétée sur 10 jours, va permettre de diminuer la douleur musculaire perçue et les marqueurs sanguins de dommages musculaires, à savoir la créatine kinase et la myoglobine, et surtout une accélération du statut pro anti-inflammatoire, notamment à travers la phosphorylation de NF-kappa B, qui est un facteur
de transcription pro-inflammatoire qui était diminuée grâce à la chaleur, et l'expression d'interleukine IL-10 qui elle était augmentée et elle est anti-inflammatoire. Donc, alors qu'on s'attendait à que le froid, comme décrit souvent dans la littérature, pas forcément très scientifique, qu'elle va permettre d'atténuer la réponse inflammatoire et la transition d'un statu quo anti-inflammatoire, il n'en est rien dans cette étude puisqu'on n'a pas vu d'effet de l'immersion en bain froid sur la récupération des capacités de force ou de la douleur musculaire perçue, ni sur les marqueurs inflammatoires, ni donc sur l'effet inflammatoire. Donc là encore, plutôt s'orienter vers la chaleur pour optimiser la régénération du muscle à la suite d'une blessure musculaire. Donc on va finir sur quelles sont réellement, après cette revue de littérature, les applications réellement pratiques qu'on peut faire de la chaleur et du froid. Donc déjà, il m'a semblé important de dissocier l'exposition répétée, qui elle sera plutôt réalisée à l'entraînement dans une logique de majoration des adaptations physiologiques, de l'exposition isolée, qui elle va être, dont l'objectif va être de minimiser le stress du premier effort, donc surtout dans une logique de compétition avec des efforts qui sont très rapprochés. Donc on a vu l'exposition répétée au bain froid lors d'un entraînement en force va atténuer la réponse hypertrophique. Donc là encore, éviter les bains froids pour tous les athlètes qui réalisent un cycle de développement de masse musculaire ou de force maximale. On pourrait émettre l'hypothèse qu'une atténuation en permanence du stress oxy-inflammatoire est bénéfique lors de l'entraînement, mais en réalité, on sait que la majoration du stress oxydatif et du stress inflammatoire à la suite d'un effort physique sont nécessaires pour induire les adaptations physiologiques et notamment la biogénèse des mitochondries ou l'augmentation de la masse musculaire. Et donc, vouloir atténuer en permanence ce stress oxydatif, bien que la récupération subjective peut être améliorée grâce à l'exposition au bain froid, la récupération fonctionnelle et même les adaptations fonctionnelles pourraient être diminuées avec ces bains froids. Donc vraiment faire attention et éviter l'exposition répétée au bain froid lors d'une logique d'entraînement. Concernant l'entraînement en endurance, dans la littérature, on n'a pas retrouvé d'effet délétère de l'exposition répétée au bain froid. Et comme ça peut améliorer la qualité du sommeil, on pourrait utiliser les bains froids chez ces athlètes qui n'auraient pas forcément de problème. Pour ce qui est de l'exposition répétée à la chaleur, donc on l'a vu, elle permet, et ça c'est très récent, d'améliorer la performance en endurance chez les coureurs déjà entraînés, notamment du coup avec des adaptations hématologiques et cardiaques. Du coup, la VO2 max est elle améliorée. C'est la première fois qu'on a vu un effet de la chaleur appliquée de façon facile sur la performance en endurance. Et également pour les athlètes en force, puisque une étude donc, de Sosuna a mis en évidence que la force maximale isométrique était améliorée avec les bains chauds. Donc ça, c'était plus pour la partie entraînement sur une exposition répétée. Enfin, pour ce qui est de l'exposition isolée, donc plutôt en phase compétitive, on l'a vu, le froid va surtout jouer sur la récupération, j'ai envie de dire symptomatique, donc sur la douleur musculaire perçue, les courbatures, et sur la récupération de la capacité de force, surtout entre deux efforts très proches de force. Donc si on a des athlètes en haltérophilie ou des sports qui nécessitent des hauts niveaux de force, pourquoi pas utiliser le bain froid dans la phase de compétition sur des efforts très rapprochés, ou alors sur plusieurs jours où il y a des contractions excentriques qui vont induire des dommages musculaires importants et on sait que l'athlète peut être limité par sa performance s'il a beaucoup de courbatures. À ce moment-là, on pourrait envisager l'application du bain froid pour limiter le dommage musculaire et donc le confort, on va dire, et la performance du coup qui pourrait être améliorée. Chez les athlètes qui ont du mal à s'endormir ou qui ont des stress importants en phase de compétition, on l'a vu, le froid peut améliorer la qualité du sommeil, donc ne pas hésiter à l'utiliser chez les athlètes qui sont très anxieux et qui ont du mal à s'endormir, puisque le sommeil, voilà, il y a vraiment le triptyque de la récupération, c'est le sommeil, l'hydratation, la nutrition, ça c'est plus de 95% des effets. Le bain chaud et le bain froid, ça vient dessus, mais c'est des effets vraiment meilleurs, donc si le froid peut améliorer la qualité du sommeil, il ne faut pas s'en priver. Et pour ce qui est des dommages musculaires, la recommandation, c'est plutôt de se situer autour de 11 et 15 degrés pour le bain froid, pour optimiser la récupération à la suite des dommages musculaires, donc pour les courbatures. Et enfin, pour l'exposition isolée à la chaleur, donc on l'a vu, la chaleur peut potentiellement, accélérer la resynthèse du glycogène musculaire. Donc sur des efforts d'endurance répétés sur plusieurs jours, donc je pense au Tour de France ou même sur
les championnats du monde en athlétisme, la capacité à produire un effort sous-maximal sur des efforts très longs, donc semi-marathon, marathon, ou sur des efforts très prolongés en cyclisme, est notamment liée à la disponibilité en glycogène musculaire. Donc si la resynthèse de ce glycogène est améliorée grâce à la chaleur, il faut l'utiliser pour ces athlètes entraînés en endurance. Enfin, la fonction musculaire, on l'a vu, peut être améliorée, notamment la capacité à produire de la force sur un laps de temps très court, donc plutôt sur les efforts explosifs, à la suite des dommages musculaires. Donc ici, pour tous les athlètes qui réalisent du sprint, donc en athlétisme, en natation, et tous les sports collectifs qui nécessitent une répétition d'explosivité, on va dire, de capacité à répéter des sprints avec une fatigue musculaire, l'exposition à la chaleur permettrait d'améliorer cette fonction musculaire le lendemain ou 48 heures post. Et enfin, concernant la température idéale, on se situerait autour de 41-44 degrés pour limiter au maximum les dommages musculaires à la suite d'une séance qui avait donc induit ces dommages. Et la température musculaire, ça c'est maintenant assez clair, il faut qu'elle se situe entre 38,5 et 39 degrés pour avoir des effets, que ce soit sur la récupération ou sur l'adaptation sur le long terme avec l'exposition à la chaleur. Et en plus, Sotillier en 2023 recommande au moins 25 minutes à une stabilisation de la température à 25 degrés. Donc, les études qui ont réalisé des bains chauds sur 15 ou 20 minutes, on a probablement une absence d'effet de par le fait que c'est surtout la température cutanée qui va surtout augmenter au début et la température musculaire n'a pas le temps forcément d'augmenter dans la zone idéale. Donc voilà, plutôt 45 minutes à 41-44 degrés, ce serait l'optimal pour maximiser cette récupération. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre écoute.